Nous allons maintenant voir quelques notions élémentaires d'histologie et de physiologie musculaire permettant de comprendre le fonctionnement de ce tissu. Vous avez là une coupe des fibres musculaires transversales et une coupe longitudinale dans le sens des fibres musculaires. Ces fibres musculaires sont limitées par le sarcolemme qui est constitué d'une membrane plasmique et d'une lame basale. C'est ce qui est coloré en vert sur cette image. Ces fibres musculaires ont leur noyau, qui est coloré en bleu, situé à la périphérie de la cellule. Les noyaux sont situés sous le sarcolemme. À proximité de ces noyaux se trouvent des vacuoles de myoglobine qui donnent la couleur rouge aux muscles. Le sarcoplasme, que je montre avec la flèche, est le cytoplasme des fibres musculaires. Il est occupé par les unités contractiles du muscle. Celles-ci sont composées de filaments épais, myosine, et de filaments fins, actine, troponine, myosine, qui vont former des striations transversales. C'est ce que l'on voit sur ce schéma, où l'on voit des filaments épais s'entremêlent avec les filaments fins, comme les deux doigts d'une main, pour former ces striations transversales. Ces striations transversales, on les voit d'ailleurs bien sur cette fibre musculaire vue en microscopie à fluorescence. Par définition, le sarcomère est l'unité fonctionnelle contractile. C'est donc un ensemble constitué de filaments épais et de filaments fins. La contraction musculaire correspond au raccourcissement des sarcomères causé par le glissement des filaments de myosine et d'actine. Il existe plusieurs types de fibres musculaires, comme on peut le voir sur cette image. Ces fibres ont été colorées avec des anticorps spécifiques. En gros, on considère qu'il existe des fibres de type 1 et des fibres de type 2. Les fibres de type 1 sont à contraction lente et peu fatigables. Il s'agit d'un métabolisme aérobique à l'origine d'une grande endurance. Ces fibres musculaires sont responsables du tonus de posture. On peut citer les muscles solaires ou les muscles sphinctériens chez l'homme. Ces fibres sont riches en mitochondries, qui est l'énergie nécessaire à la contraction sous forme d'ATP, et en myoglobine, qui apporte l'oxygène. La myoglobine donne une couleur rouge foncé. Les fibres de type 2 sont des fibres à contraction rapide, mais forte, et ce sont des fibres qui sont fatigables. Le métabolisme est anaérobie. Ces fibres sont pauvres en mitochondries et en myoglobine, mais riches en glycogène et en enzymes glycolytiques. Il s'agit par exemple du muscle biceps, que l'on peut contracter de manière très forte et très violente, mais qui, au bout d'un certain temps, est sujet à la fatigue. Sur cette coupe transversale, on peut voir qu'un des noyaux cellulaires est coloré différemment des autres. Ce noyau correspond au noyau d'une cellule satellite. Ces cellules satellites, comme je l'ai dit sur la diapositive précédente, sont situées sous la lame basale, sont très peu nombreuses à l'état basal et sont responsables surtout de la régénération du muscle strié. Alors, comme nous l'avons dit, les fibres musculaires sont innervées par un neurone moteur. On parle de motoneurone, coloré ici sur cette coupe histologique en rouge. Et ce motoneurone vient se connecter par une jonction neuromusculaire à une plaque motrice, colorée ici en vert, sur la fibre musculaire. Il va y avoir à cet endroit une libération d'acétylcholine par le neurone dans la synapse, et c'est cette libération d'acétylcholine qui va être à l'origine de la contraction musculaire. Il existe aussi une innervation sensitive du muscle. Cette innervation sensitive nous renseigne sur l'état de contraction et de tension du muscle. Alors les fibres musculaires se contractent en réponse à une stimulation nerveuse qui va provoquer une dépolarisation de la membrane plasmique. Le signal se propage le long du sarcolemme et entraîne la libération de calcium stocké dans les réticulums sarcoplasmiques dans le sarcoplasme. Le calcium déclenche la contraction en se fixant sur les protéines contractiles. L'ensemble de ces phénomènes est appelé le couplage excitation-contraction.
On nomme unité motrice l'ensemble formé par un neurone et les fibres musculaires qui l'innervent. Les contractions musculaires peuvent se faire de manière isométrique, c'est-à-dire que la contraction musculaire n'entraîne pas de raccourcissement musculaire. Si par exemple vous essayez de soulever une masse qui est trop lourde pour vous, vous allez mettre en tension vos muscles, mais le muscle ne va pas se raccourcir, il va rester au même volume et avec la même longueur. La contraction, en revanche, peut être dynamique, c'est-à-dire entraînant un raccourcissement du muscle, si la masse que vous essayez de soulever est suffisamment légère pour que vous puissiez la mobiliser, et par conséquent, il va y avoir un raccourcissement du muscle entraînant une mobilisation de la masse que vous essayez de soulever. Pour chaque mouvement et pour chaque articulation mobile, il existe au moins un muscle agoniste qui produit un mouvement donné et un muscle antagoniste qui produit le mouvement inverse. Par exemple, il existe des muscles fléchisseurs et des muscles antagonistes extenseurs. Alors nous allons voir tout ça au travers d'un exemple clinique que vous connaissez probablement. Il s'agit du réflexe rotulien, qui est un réflexe ostéotendineux. Un réflexe ostéotendineux est la contraction réflexe d'un muscle d'étirement composé de deux éléments. Il y a une voie monosynaptique et une voie polysynaptique. Alors qu'est-ce qui se passe en pratique? Eh bien, durant cet examen clinique, avec un petit marteau, nous allons taper sur le tendon patellaire. Ce tendon patellaire va activer des terminaisons nerveuses sensitives qui vont cheminer vers la moelle épinière. Au niveau de la corne postérieure, ils vont passer par le ganglion spinal qui contient tous les neurones sensitifs. Et il va y avoir une première voie dite monosynaptique où ce neurone sensitif va s'articuler ou faire synapse ou se connecter avec un motoneurone de la corne antérieure de la moelle épinière, et ce motoneurone va ordonner la contraction du muscle quadriceps, si bien que vous allez donner un coup de pied dans le vide correspondant à une extension du genou. Mais d'autre part, il existe une voie polysynaptique puisque ce même neurone sensitif va se connecter à un autre neurone qui va désactiver le motoneurone d'un muscle antagoniste, en l'occurrence le muscle biceps fémoral, qui est à l'origine de la flexion du genou, et cette désactivation va entraîner un relâchement de ce muscle antagoniste de manière à pouvoir laisser l'action du muscle quadriceps se dérouler. On voit donc que lorsque on donne un petit coup de marteau sur le tendon patellaire, on obtient un coup de pied vers l'avant qui correspond à une activation d'un muscle agoniste et une désactivation du muscle antagoniste. Le niveau médulaire où se produit ce réflexe correspond à L3 et L4. En effectuant ce test, on peut ainsi vérifier l'intégrité de la moelle épinière au niveau L3-L4. C'est donc un examen neurologique important à connaître.